L'année 2014 restera dans les mémoires comme marquant le début du quatrième choc pétrolier que le monde ait connu, après ceux de 1973, de 1979 et de 2008. En juin 2014, les cours du baril du pétrole plongent brutalement vers le bas et dégringolent de 110 à 50 $ et la tendance demeure baissière jusqu'alors. À l'exception des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, dans les pays producteurs, généralement exportateurs du précieux liquide et tirant l'essentiel de leurs ressources de cette activité, les grincements de dents se font entendre dès les heures qui suivent l'annonce de la chute vertigineuse du prix du baril d'or noir. Parmi eux, le Gabon, petit Eldorado au cœur de l'Afrique subsaharienne, ne comptant qu'1 800 000 habitants d'après le dernier recensement, pour un territoire vaste d'à peine moins de 270 000 km², soit la dimension de 25 000 terrains de football et 2 fois plus petit que le Cameroun voisin. Le pays à l'étendard vert, jaune et bleu occupe à ce jour le 5e rang des producteurs pétroliers en Afrique subsaharienne, après le Nigeria, l'Angola, le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale. Sa production journalière étant de l'ordre de 230 000 barils. À Port-Gentil, sa capitale économique et bastion de l'activité pétrolière, les temps sont durs. À ce jour, on enregistre près de 1500 emplois précarisés. D'accord ? Et cette situation qui semble ne pas se faire voir, se faire entendre de partout, est une réalité que beaucoup de familles vivent difficilement. Donc en termes de licenciement économique, nous avons enregistré déjà près de 800 travailleurs qui ont perdu leur emploi de licenciement économique du fait de la crise pétrolière. En termes de congés techniques, nous avons enregistré près de 400 travailleurs déjà qui ont été mis en congé technique par les employeurs et dans des conditions vraiment assez compliquées, assez difficiles. Et en termes de départ négocié, effectivement, il y a quelques entreprises qui essaient de privilégier cette séparation à l'amiable qui garantit donc aux travailleurs des meilleurs avantages sociaux. Et donc, en termes de départ négocié à ce jour, nous avons à peu près 300 travailleurs qui ont perdu leur emploi dans le cadre de départ négocié. « 22 mois après les premiers signes de la chute du prix du baril du pétrole, la situation décrite par le secrétaire général adjoint de l'Organisation nationale des employés du pétrole, en abrégé ONEP, donne froid dans le dos et marque à quel point la crise sévit dans ce milieu où se bousculent les majors tels que Shell, Total, Perenco et Adax, à qui il faut ajouter l'ensemble des sous-traitants proposant services pétroliers et activités connexes. À ce jour, les effets de la crise mondiale du pétrole ont franchi les barrières du secteur privé. Cette situation frappe beaucoup les sociétés de services pétroliers. Les sociétés comme Exteran, Expro, Baker Hughes, BG Service et les sous-traitants du secteur pétrolier. Et cette situation frappe même la GOC, qui est une société d'État, l'Environnement Oil Company, qui est une société d'État, qui, dans le cas de cette crise, elle aussi, a procédé dernièrement à des départs négociés. Ces chiffres sont non exhaustifs. Une chose est certaine, c'est que même là, nous ne vous avons pas traduit la réalité. Parce que l'ONEP nous donne des chiffres que ceux qui sont liés aux sociétés dans lesquelles ces adhérents sont frappés. Il y a des sociétés qui procèdent du licenciement économique, l'ONEP n'est pas nécessairement informé. Si l'ONEP n'a pas d'adhérents, l'ONEP ne sera pas nécessairement informé. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont mis des travailleurs au chômage, soit par licenciement économique, soit par chômage technique. L'ONEP n'est pas nécessairement informé, soit par départ négocié. Donc vous comprenez, il y a pas mal de sociétés, de petites sociétés qui ont fait ces choses, l'ONEP n'est pas nécessairement informé. Donc les chiffres que nous vous donnons, vous pouvez les multiplier par, on va dire, 45% pour trouver peut-être le chiffre exact. Les emplois du secteur s'en retrouvent durement touchés. Par des procédés bien élaborés, les patrons du pétrole tendent vers une restriction de leurs effectifs.
La loi du licenciement économique prend ses droits. Le licenciement économique est encadré par la loi. Lorsqu'on parle d'encadré par la loi, ça veut dire que la procédure est définie par le Code du travail. Et donc, les éléments de droit légaux donc, à payer aux travailleurs, donc ce n'est pas le cas de l'épargne, le cas de licenciement économique, sont également définis par la loi. Et donc, normalement, toutes les entreprises qui envisagent le licenciement économique devraient le faire dans un cadre protégé, dans un cadre qui n'amène pas normalement à ce qu'il y ait des problèmes par ailleurs. Quoique les choses semblent ne pas se passer comme le veulent les dispositions légales, le motif de la crise du pétrole permettant ainsi des violations flagrantes des textes. Malheureusement, de toutes les sociétés que nous avons déjà, dans lesquelles nous avons reçu le licenciement économique, toutes ces sociétés nous ont causé des problèmes. Nous ont causé des problèmes aux travailleurs, d'accord, qui sont concernés par ce licenciement économique, par la violation de la procédure. D'accord. C'est bien beau de dire qu'il y a la crise, c'est bien beau de dire que du fait de la crise, nous allons procéder au licenciement économique, mais il est d'autant plus important de se conformer aux dispositions procédurales qui sont prévues par le Code du travail en la matière. Et à ce niveau-là, beaucoup d'entreprises ont dérogé à cette procédure définie par le Code du travail. Et à cela, ces entreprises ont été aidées par la Direction générale du travail. D'accord? Parce que même lorsque l'inspection spéciale du travail pouvait refuser les autorisations donc des licenciements du fait de la procédure qui était viciée, d'accord, ces entreprises-là, du jour au lendemain, faisaient un recours au niveau de la Direction générale du travail et celles-là s'empressaient de donner des autorisations de licenciement, nonobstant les procédures qui étaient viciées. Et ça, c'est une situation qui est déplorable parce que ce n'est pas parce que les raisons sont fondées et que la forme doit être faussée. D'accord? La forme précède le fond. Donc, si la forme n'est pas respectée, une autorisation administrative ne doit pas être accordée. Et nous avons enregistré à des situations où à Cassia d'État ou à Expro, alors que à Baker Hughes également, alors que l'inspection du travail rejetait l'autorisation de l'employeur du fait des procédures qui n'étaient pas respectées par les 10 employeurs, la Direction générale du travail s'empressait à donner ces autorisations, nonobstant donc les versions de procédure. Dans la majorité des cas, l'administration publique est pointée du doigt du fait de son laxisme. Travailleurs comme syndicalistes, tous n'hésitent pas à l'accuser de complicité. L'exemple des congés techniques brandis par plusieurs employeurs, mais qui malheureusement sous nos cieux n'est encadré par pas grand-chose. Le congé technique est également un moyen par lequel un employeur peut se prévaloir de réduction du coût dans le cadre d'une crise économique, dans le cadre d'une conjoncture, dans le cadre d'une restructuration. Et aujourd'hui, le congé technique n'est pas encadré par la loi, malheureusement. Le Code du travail n'encadre pas le congé technique. Donc, ça dit simplement que l'employeur qui a des difficultés structurelles, financières, peut donc, après avis favorable de l'inspecteur du travail, peut donc initier le congé technique, sans ajouter autre chose. Donc, malheureusement, ce vide juridique, qui pourtant est prévu par la loi, parce que la loi dit que le Code du travail dit, en fait l'article 36 alinéa 12, qu'un arrêté du ministre définit donc le cadre, d'accord, des éléments qui encadrent donc le congé technique. Le Code du travail est sorti en 2010, nous sommes en 2016. Les nombreux ministres du travail qui sont succédés, aucun d'eux n'a jamais pris un arrêté qui encadre le congé technique. Qui dit lorsqu'il y a congé technique, il faut au maximum tant de mois en congé technique. Lorsqu'il y a congé technique, il faut au minimum garantir aux travailleurs tel niveau de rémunération parce que le caractère alimentaire de leur salaire ne doit pas disparaître. D'accord? Il faut telle chose, telle chose. Il n'y a rien qui existe. Et donc les travailleurs font à leur guise. Il y en a qui décident de donner 30% du salaire. Ce n'est pas l'honneur de créer un arrêté ministériel qui accorde le congé technique. Ce n'est pas aux travailleurs de créer un arrêté ministériel qui accorde le congé technique. Qu'est-ce que fait le ministère du Travail depuis 2010? L'absence d'accord sur le principe du congé technique
a récemment entraîné des montées d'adrénaline du côté de Schlumberger, mais aussi à Expro, où fait surprenant, après avoir envoyé des dizaines de Gabonais en précarité, l'employeur en a profité pour procéder à des recrutements. Nous avons aussi écouté que Expro recrutait pendant qu'ils sont en congé technique et que ils ont imposé, sans notre consentement, ils ont imposé de nous donner 30% du salaire brut, sans même se rendre compte qu'ils avaient autorisé le personnel à prendre même des crédits. Quand ils reprennent les activités, ils ne voient pas les gens qu'ils ont licenciés. Et pourtant, le Code du travail le dit. Après reprise d'activité, ils doivent d'abord récupérer le personnel qu'ils ont licencié ou même le personnel qui est encore dans la société et qu'ils ont obligé d'être en congé technique. Précarisé et quasiment abandonné à lui-même, le travailleur gabonais du secteur pétrolier ne sait réellement plus où donner de la tête. Son quotidien ne dépend désormais que de la bonne volonté ou non d'un employeur. Le silence du gouvernement gabonais est plus qu'éloquent. Même quand le cadre légal est arrêté, les employeurs font tout ce qu'ils veulent. Même quand le cadre légal est arrêté, l'administration suit toujours les employeurs dans leur position de violation des règles et qui sont établies par la loi. Et le perdant dans tout ça, c'est qui? C'est le travailleur. Le travailleur n'a pas le soutien de l'administration, donc il n'a pas le soutien du gouvernement. Le travailleur n'a pas le soutien de son employeur. Le travailleur est seul, jeté à la précarité, à la pauvreté et à la misère. Ça date d'une année et demie aujourd'hui là que nous sommes dans une situation très compliquée au niveau de l'entreprise. Depuis décembre jusqu'à maintenant, ça fait 3 mois et demi, donc environ 4 mois, que nous avons plus de salaire au niveau de Bocal STC. Le directeur d'entreprise n'est même plus là. Vous comprenez qu'on est dans un pays où les autorités sont démissionnaires. L'administration est démissionnaire. Les travailleurs, les citoyens sont seuls face à leur destin. Et heureusement que Dieu est là et que d'une manière ou d'une autre, un moment ou un autre, un temps ou un autre, on arrive à sortir de là avec moins de dommages. Le Gabonais, qui est par exemple employé dans une société de la place, il a plusieurs personnes qui gardent à la maison. Et un Gabonais n'a pas seulement sa femme et ses enfants. Il y a son père, il y a son neveu, il y a ses cousins qui sont là, il faut aider dans les besoins, dans le cas des maladies, dans le cas de l'école. Nos enfants vont à l'école à ce moment. Nous avons des difficultés pour payer les scolarités de nos enfants. Le loyer, là où je vous parle par exemple, nous sommes locataires. Est-ce que vous pensez que nos locataires, le bailleur peut vous laisser 2 mois, 3 mois sans pourtant payer le loyer? C'est vraiment catastrophique. Les tensions nées de la crise mondiale du pétrole sont également perceptibles dans d'autres villes du Gabon. Bien que toujours dans la province de Logoué-Maritime, à Gamba, des grèves ont aussi éclaté, mettant ainsi au grand jour un malaise qui prend de l'ampleur. Nous avons également connu un cas de grève à ESS Gabon, du côté de Gamba et d'Arabi, cette société qui s'occupe de la restauration, donc sur les sites Shell Gabon, à Gamba et Arabi. D'accord? Là, l'inspecteur du travail du département d'Ndougou avait refusé l'autorisation du licenciement du fait de la procédure qui n'était pas respectée, mais l'employeur a fait un passage en force en licenciant, nonobstant donc le refus qui lui avait été présenté par l'inspecteur du travail. Et là encore, cette situation a dû amener l'ONEP à accompagner les travailleurs dans une grève qui a duré près de 3 semaines. Et bien heureusement, nous nous sommes en sortis. L'employeur a dû payer les pénalités prévues par la loi en la matière en cas de violation de procédure, et l'employeur sera traduit en justice par les travailleurs concernés pour paiement de dommages et intérêts dans le cadre donc, du licenciement abusif qui a été fait sans autorisation de l'inspecteur du travail. Donc, aujourd'hui, la situation est telle qu'aucun jour ne passe sans qu'on ne parle d'un cas de licenciement et quelle qu'en soit la forme. Pour l'Organisation nationale des employés du pétrole, à l'heure où la barre des 2000 emplois précarisés est presque atteinte,
le problème dépasse la seule juridiction de la Direction générale du travail. Lorsqu'on parle de législation de perte d'emploi, aussi massive, ça ne devrait être une question de la simple administration du travail. Ça doit être une question qui doit concerner tout le gouvernement de la République. Parce que le gouvernement, il est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Lorsque dans une ville comme Port-Gentil, dans une localité comme le Gouin-Maritime, nous avons des pertes d'emploi aussi massives qui sont le fait de la crise économique, qui n'est pas la responsabilité des travailleurs, qui n'est pas la reconnaissance également de la responsabilité des employeurs, qui est une responsabilité qui est inhérente à l'une des parties, le gouvernement ne devrait pas rester les bras croisés. Mais nous avons un gouvernement apathique, insensible à toutes ces situations de chômage, de précarité des Camerounais, et ça c'est inquiétant. Sur le plan personnel, de graves bouleversements sont à noter, notamment dans le train de vie de ces ex-employés d'un secteur où les salaires étaient du genre à faire pâlir de jalousie n'importe quel autre travailleur. Lorsque l'aisance laisse place à la rareté, on ne peut que parler de malaise. Moi personnellement, je loue. Je n'arrive pas à payer ma maison à la date fixe. On est obligé de faire de la pêche, on est obligé de faire un peu ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir rentrer dans certains fonds, peut-être le minimum. Au niveau de ma vie de famille, en tout cas les choses ne marchent plus comme d'habitude puisqu'on avait des salaires auparavant. Les enfants partent à l'école, je suis père de famille de 3 enfants. Les enfants jusque-là ils sont à la maison assis, je n'arrive plus à payer l'école. Les enfants, ni la maison également, ça fait déjà 3 mois. On a la pression, j'ai la pression au niveau de mon bailleur. D'ici la fin du mois, si je n'arrive pas à payer, c'est sûr et certain que je serai dehors. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de vivre le train de vie qu'on avait, toutes les dépenses, il faut les revoir à la baisse, que ce soit au niveau du logement, en bref, tout ce qu'il y avait avant, ça a été changé, donc du coup, on ne vit pas, mais plutôt on subit la crise. Déjà, je n'arrive même plus à bien payer la scolarité de mes enfants, la santé, que même Expo ont demandé, ils ont dit qu'ils devaient assurer pendant la période de congé technique. Jusque-là, ils ne le font pas. Le gouvernement devait prendre ses responsabilités. Le gouvernement est là pour s'assurer que le peuple gabonais, que les citoyens gabonais ne sont pas jetés en pâture en violation des dispositions de la Constitution de la République gabonaise. Quand bien même certaines situations manifestées par les employeurs sont fondées du fait de la crise, mais le gouvernement a la responsabilité de trouver les voies et moyens pour accompagner les employeurs dans la gestion de cette crise, pour accompagner les employeurs dans la séparation avec les travailleurs dans un cadre social, un cadre aménagé, un cadre amélioré qui ne jette pas les familles en pâture. Beaucoup de familles aujourd'hui sont sans maison, beaucoup ont déménagé, se sont rapatriés au village parce que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans emploi, ils ont levé les enfants de l'école et le gouvernement est insensible à ça. Nous disons que c'est inadmissible. La question des raisons de l'inaction de l'État gabonais face à ce vécu de la crise du secteur de l'or noir demeure entière. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que jusqu'aujourd'hui, la machine étatique n'ait pu se mettre en branle afin de contraindre les patrons du pétrole à préserver les emplois? L'ONEP a sa petite idée derrière la tête. L'ONEP comprend pourquoi parfois le gouvernement est apathique vis-à-vis même des violations répétées des employeurs. Parce que le gouvernement a des dettes importantes avec cette entreprise. Le gouvernement leur doit de l'argent. Et certainement le gouvernement est dans l'impuissance de dire à ses employeurs, malgré la crise, gardez les gens. Parce que certainement, et nous avons discuté avec certains employeurs qui ont dit au gouvernement, écoutez, vous voulez qu'on garde les gens, vous nous devez 13 milliards, vous nous devez 18 milliards dans le cadre donc de l'arrêtement de la TVA et toutes ces choses. D'accord? Donnez-nous cet argent et nous, ça nous permet de gérer la crise pendant un temps. Le gouvernement est redevable à plusieurs entreprises dans ce pays. Et ce que nous trouvons déplorable, et ce que nous proposons au gouvernement, plutôt que de se contenter de faire des emprunts, des dizaines, des centaines de milliards à l'étranger pour les injecter dans des projets qui sont peut-être salutaires, mais pourquoi ne pas emprunter de l'argent pour rembourser les dettes intérieures?
les dettes auprès de ces entreprises et garantir à ces entreprises que nous manifestons cette démarche pour que pendant un temps suffisamment long de la crise, vous arrivez à gérer donc les charges liées au salaire du travail. Pour garantir au moins aux Gabonais, à ces nombreuses familles gabonaises, de demeurer travailleurs, de demeurer salariés nonobstant cette crise. Pourquoi le gouvernement ne convoque pas? Et nous saluons que le président de la République, il y a quelques mois, a convoqué une réunion de crise de la présidente de la République pour la création des emplois des jeunes. Mais nous disons, pourquoi se précipiter et mettre des pléas pour mettre des gens qui sont à l'école pour leur chercher de leur trouver de l'emploi, alors que ceux qui travaillent déjà, qui se retrouvent au chômage, et donc les femmes et les enfants qui sont à leur charge, sont dans la précarité, on ne fait rien pour eux. Bien que la tendance pourrait à n'importe quel moment faire volte-face et conférer à ses employeurs et travailleurs l'aise d'antan, les prévisions de l'ONEP, s'appuyant sur les analyses à l'international et les bruits de couloir, n'annoncent pas encore la sortie du tunnel. L'avenir est sombre parce que des sociétés comme Halliburton, des sociétés comme Robert Service annoncent déjà des actions. Et nous avons des bruits de couloir à Perenco, qui est le premier producteur de pétrole au Gabon en ce moment, où il y a des départs négociés qui sont en train de se faire d'une certaine manière, et où il y a des rumeurs de congés techniques et des rumeurs de licenciements économiques. Bref, l'avenir sera certainement beaucoup plus sombre qu'aujourd'hui si effectivement le gouvernement continue de rester apathique. Nous entrons dans les bruits de couloir, ça c'est les bruits de couloir, qu'il paraît que le gouvernement donne des instructions aux employeurs que pas de licenciement économique, pas de licenciement économique, pas de licenciement économique, le président de la République ne peut pas en entendre parler. Malheureusement, monsieur le président public, et peut-être que ce que vous dites, le gouvernement passe en action, et il y a un licenciement économique à Port-Gentil, il y a des pertes d'emploi, il y a des mises en précarité des travailleurs gabonais, des citoyens gabonais. Et là, il est important qu'à un moment ou un autre, que le gouvernement mette la main à la pâte pour arrêter la saignée et pour aider les entreprises à juguler cette crise et pour aider les citoyens gabonais, les travailleurs gabonais à continuer à assurer à leur famille, ne fût-ce que le caractère alimentaire du salaire qu'ils peuvent manger. Nous voulons quand même que les autorités fassent quelque chose, puis de remédier à la situation qui se passe au niveau des entreprises. Très sincèrement, la justice au Gabon, le tribunal n'est pas le lieu approprié pour espérer obtenir de manière diligente un gain de cause dans un conflit social. Nous ne savons pas pourquoi il en est ainsi. Lorsque vous avez une affaire au pénal, elle se traite diligente. Lorsque vous avez une affaire au social, vous n'êtes pas entendu avec un employeur, il vous licencie abusivement, illégalement, il fait ce qu'il veut. Vous vous retrouvez au tribunal. Les procédures du tribunal, ce n'est pas nécessairement le tribunal de Port-Gentil, c'est le tribunal de manière générale. Les procédures du tribunal peuvent vous donner le verdict de l'affaire dans une période qui est aussi entre 3 ans et 6 ans. Vous comprenez? Donc l'employeur se fout de vous, il vous licencie de manière abusive, de manière illégale. L'inspecteur du travail, souvent l'inspection du code du travail, n'a pas les moyens, quand même il reconnaît que le licenciement est abusif, n'a pas les moyens légaux, les moyens administratifs et judiciaires pour obliger un employeur à vous dédommager ou à vous reprendre. Toutes les affaires se terminent au tribunal. Et les employeurs sont fort aises dans cette position. Pourquoi? Parce que les affaires durent au tribunal entre 3 ans et 6 ans. Donc en fait, c'est un chemin de croix. Avec le temps et au fil des luttes perdues vis-à-vis des puissants du pétrole, l'Organisation nationale des employés du pétrole a fini par perdre en crédibilité, certains pensant qu'elle est toujours prise de court par les événements,
Tout comme le reproche lui est fait de ne pas s'être rapproché d'assez près du gouvernement pour susciter une réelle concertation pour modérer l'impact de la crise sur le secteur pétrolier gabonais. De manière globale, nous n'avons pas fait ces démarches. Nous avons, à chaque fois qu'il y a une situation de crise dans le secteur pétrolier liée donc aux situations économiques liées à la crise pétrolière, nous avons saisi toutes les situations qui sont passées dans toutes les sociétés, là où il y a eu des violations, là où il y a eu des abus, là où il y a eu des situations qui n'ont pas été respectées, nous avons contacté les autorités via le ministère du Travail, l'administration du Travail, le ministère du Travail et parfois même la présidence de la République. Il vous souviendra que dans le cas de l'affaire Baker, l'ONEP avait écrit une lettre au président de la République. C'est même aux modestes personnes qui ont envoyé à l'Université nationale le transfert ce président de la République. Et dans ce courrier que nous avons président de la République lié à l'affaire Baker, nous avons fait un panorama de la situation générale dans l'ensemble des entreprises. Malheureusement, le président de la République ne nous a jamais répondu, ne nous a jamais appelé, nous interpellé. Aujourd'hui encore, nous avons des rumeurs chez Perenco qui serait en train de faire quelque chose dans le sens des licenciements économiques ou bien du congé technique, d'accord? Mais nous avons également appris au moment opportun que la direction générale de Perenco était à Libreville. Toutes les directions générales de société qui sont en Port-Gentil vont à Libreville, rencontrer le ministère du Travail, rencontrer le ministère du Pétrole, rencontrer les lobbies qui sont autour de toutes ces choses pour revenir de Libreville avec des autorisations de mener des actions qu'ils mènent. Donc le gouvernement est en avance sur nous. Le gouvernement est en avance sur nous. Le ministre du Travail est en avance sur nous. L'administration du Travail, l'administration du Pétrole sont en avance sur nous. L'ONEP ne fait que subir parce que l'ONEP n'est jamais informé par l'employeur des actions qu'il envisage. L'ONEP est simplement informé au même moment que les travailleurs du processus qui est déclenché en entreprise pour dire ok, nous lançons un processus de mise en projet technique, nous lançons un processus de licenciement économique, nous lançons un processus de départ négocié. C'est à ce moment-là que l'ONEP est informé, mais l'ONEP n'est jamais informé en amont des actions qui sont menées. Donc l'ONEP étant informé via ses adhérents, l'ONEP n'est informé comment les adhérents sont informés. Le gouvernement a cette possibilité, le gouvernement a ces moyens, le gouvernement a cette autorité. Le gouvernement a ses prérogatives, l'ONEP ne les a pas. L'ONEP ne peut que subir la crise, l'ONEP ne peut que crier avec ceux qui crient, pleurer avec ceux qui pleurent, et rire avec ceux qui rient. Malheureusement, l'ONEP n'est qu'un partenaire social. L'ONEP, s'il est écouté, les choses peuvent être faites de cette manière. Si l'ONEP n'est pas écouté, l'ONEP n'ira jamais en justice parce qu'il n'est pas écouté. Mais pour une fois, amer, sortir de... Après enquête, il en ressort qu'en général, les grandes entreprises de ce secteur, aujourd'hui en crise, ne licencient pas grand monde, mais mettent la pression sur leurs prestataires qui n'ont d'autre choix que d'opter pour une compression de leurs effectifs. Le cas de l'opérateur pétrolier hollandais Shell Gabon. Voilà une société qui fait beaucoup de mal aux travailleurs gabonais aujourd'hui, c'est la société Shell. Mais Shell Gabon a des contrats avec beaucoup d'entreprises dans le secteur pétrolier, notamment ESS, nous avons parlé, d'accord, notamment Detsman, Logec, pas mal d'entreprises qui travaillent dans la zone de Gamba et d'Arabie. Alors Shell Gabon se réveille un matin pour dire bon, moi je ne veux plus de GSS comme partenaire pour ma restauration, je veux de l'autre groupe. Moi je ne veux plus de Detsman comme partenaire de ma maintenance, je veux Alpha Omega. Moi, je veux plus. Mais quand il prend ses décisions, ses dispositions, il ne s'arrange pas à dire au nouvel acquéreur qui vient de là où il vient avec une mallette, sans employé. Il ne s'arrange pas à lui dire, mais écoute, moi, il y a sur mon site des gens qui travaillent, privilégie l'emploi des gens qui sont là. Les gens sont mis au chômage. Parce que Shell Gabon estime qu'il faut qu'il change simplement de partenaire en maintenance, il faut qu'il change de partenaire en production, il faut qu'il change de partenaire en restauration. Et la situation de ESS qui a amené la perte d'emploi de 93 salariés, et c'est parce que Shell Gabon a mis la pression sur ESS. La situation qui amène OGEC à perdre donc cette vingtaine d'emplois et beaucoup de sociétés qui ont perdu des emplois, c'est parce que Shell Gabon dit moi, je veux changer de prestataire en termes de maintenance, en termes des autres services. Et moi, je prends une société qui s'appelle Route Group, qui vient de l'étranger, sans un seul employé, juste avec une mallette. Et on fait semblant d'envoyer des appels d'offres dans les médias, dans les journaux, dans les pour dire on veut les travailleurs. Donc, vous voulez les travailleurs. Il y a déjà des travailleurs qui sont sur ce poste. Pourquoi ne pas les convertir, sachant que le projet qui perd le contrat, pourquoi ne pas les prendre, ces travailleurs de projet, les amener à Woodbrook? Vous comprenez? Et donc, Shell Gabon crée beaucoup de problèmes.
Lui-même, il semble être dans l'anonymat total parce qu'aujourd'hui, Shell Gabon fait des départs négociés. Nous avons fait jusqu'à cette fin du mois enregistré autour de 40 travailleurs de Shell Gabon qui sont partis en départ négociés dans de très belles conditions. Ça en parle un peu ça là. Mais ce que Shell Gabon fait auprès des sous-traitants, c'est pire que ça. Au chapitre des solutions proposées par l'ONEP, bien consciente de ce que la chute du prix du baril du pétrole entraîne forcément des bouleversements, il y a le départ négocié. Un procédé que l'État gabonais gagnerait à accompagner. Mais le départ négocié est la meilleure option, malheureusement, des séparations. Parce qu'il garantit des avantages sociaux, d'accord ? Et ça permet aux travailleurs de se séparer avec l'employeur dans les meilleures conditions. Et ça peut leur permettre de rebondir, d'accord ? La loi n'a rien prévu comme mesure sociale d'accompagnement des travailleurs dans le cadre du congé technique. La loi n'a rien prévu comme mesure sociale d'accompagnement des travailleurs dans le cadre du système économique. Donc le gouvernement, voilà quoi, une possibilité, pouvait faire pression sur les employeurs pour leur dire, ok, vous avez des problèmes, mais je ne suis pas favorable pour le congé technique, je ne suis pas favorable pour l'exercice économique, parce qu'il n'y a aucun avantage social lié à ça, mais je suis favorable pour les départs négociés. Et le gouvernement pouvait dire, ok, je vous accompagne dans le cadre de ces départs négociés, j'injecte un peu d'argent dans le cadre peut-être de réduire la dette que j'ai vis-à-vis de vous, pour que vous vous séparez donc des travailleurs dans les meilleures conditions. Le gouvernement est silencieux avec toutes ces choses. Force est de préciser ici que les effets de la crise n'épargnent pas les organisations syndicales. Pour l'ONEP également, pour qui les cotisations des syndiqués permettent le fonctionnement du bureau, l'avenir s'annonce incertain. Toutes ces pertes d'emploi naturellement ont un impact important sur le syndicat. Parce que le syndicat est composé donc des adhérents. Et donc la force du syndicat, c'est les adhérents. La force de mobilisation, la force financière, parce que la seule source financière donc, du syndicat, c'est les cotisations des adhérents. Vous comprenez que si on a des adhérents qui sont licenciés, on n'a plus de cotisations qui rentrent. Si on a des adhérents qui sont mis en congé technique, donc plus de revenus consistants, donc on n'a plus de cotisations qui rentrent. Si on a des adhérents qui sont partis dans le cadre des départs négociés, on n'a plus de cotisations qui rentrent. Vous comprenez qu'il y a un impact financier sur le syndicat. Et n'oublions pas, et nous devons le savoir, il n'y a pas beaucoup de syndicats au Gabon qui, comme l'ONEP, emploient. Nous participons donc à la vie économique de ces pays parce que le syndicat ONEP emploie des Gabonais. Même l'endroit où j'ai dû libérer parce qu'il fallait réduire le coût de certaines choses. Donc aujourd'hui on en est là et franchement aujourd'hui c'est vraiment pas facile de trouver un emploi vu que c'est pratiquement toutes les sociétés des niveaux de parenté qui licencient. On a une vie déséquilibrée. C'est plus la même chose comme avant. Les pays tels que le Nigeria, l'Algérie, le Venezuela et la Russie vivent aussi durement cette crise qui est en partie due à un bras de fer entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les pétromonarchies. Le cas du Gabon n'est pas forcément isolé, mais mérite une attention particulière. Bien que mal entendu, l'Organisation nationale des employés du pétrole ne compte pas aussi facilement baisser les bras, même si en réalité cela ne dépend plus tout à fait ni de l'État gabonais, ni des patrons du pétrole, ni des travailleurs, mais plutôt des caprices de la bourse et des grandes puissances autour de la question. Mais l'ONEP se battra toujours parce que l'ONEP, c'est les travailleurs qui sont mis au chômage. L'ONEP se bat pour accompagner les travailleurs. L'ONEP se bat pour défendre les droits
du travailleur. Le FCBA, c'est pour dénoncer les injustices que subissent les travailleurs. Le se battra toujours, mais ce ne sera pas de combat de l'UNEP, c'est de combat du gouvernement de la République. Et nous demandons au gouvernement de la République, il n'est pas trop tard, Monsieur le Premier ministre, vous avez la responsabilité de conduire l'action du gouvernement, de conduire la politique du Président de la République qui parle du plein emploi, qui parle de réduction de la pauvreté. Mais on ne peut pas rester insensible alors que la pauvreté est grandissante suite au licenciement massif tous les jours à Port-Gentil et le gouvernement est insensible. Aucune réunion dans laquelle l'ONEP a été invité, associé au gouvernement, associé aux employeurs pour dire qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on peut aller. Le gouvernement est apathique, l'ONEP écrit, l'ONEP passe dans les médias, l'ONEP écrit au gouvernement, écrit au ministre, écrit au président de la République, tout le monde est insensible. Nous disons il y a un problème. Quoi qu'il en soit, l'ONEP continuera à faire remonter les préoccupations que vivent les travailleurs du secteur pétrolier parce que l'ONEP, c'est ça l'essence de son existence. La liberté, la liberté, la liberté. Oh, 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 oh. Chez nous, la double distance. Vrai faux frère et exclusion. Violence et contre-violence. Avec un micro, on vous coupe. Avec un revolver, on vous écoute, coûte que coûte. Mais à part ça... La liberté, ah ouais, la liberté, la liberté, la liberté, l'Africa homme. Boudou boudou boudou.